Merci d'être venu avec le soleil. Hein, ça requinque un peu, ça redonne le moral, parce que c'était pas très gai. Alors aujourd'hui, on va découvrir l'œuvre de quelqu'un qui est complètement oublié. Vous allez me dire, c'est tout le temps des gens oubliés dont vous nous parlez, mais c'est aussi le but de la manœuvre. C'est un très grand romancier populaire du 19e siècle, mais il a eu la mauvaise idée de mourir à 42 ans. Ce qui fait que c'est un contemporain de Dumas, de Balzac, d'Hugo. Tout ça, c'est la même génération. Et forcément, eux, ils ont vécu beaucoup plus longtemps que lui, et lui, on l'a oublié. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait un succès fou quand il écrivait. Donc, Frédéric Soulier, un maître du roman populaire. Alors, il est né en 1800, il est mort en 1847, donc il est mort à 47 ans. Alors, c'est pas du tout un Mayennais, pas du tout. Il est né en Ariège, mais comme je vais vous le raconter, à une période de sa vie, il va être à Laval, et donc il va mettre dans ses romans, certains de ses romans, son expérience mayennaise. Et donc il y a un roman et un recueil de nouvelles qui se passent en Mayenne. Alors, Frédéric Soulier donc voit le jour à Foix le 23 décembre 1800. Son père, François Melchior Soulier, est employé et contribution directe, et donc sa mère, c'est Jeanne-Marie Baillet. Il a une sœur, Antoinette, qui est née le 9 janvier 1800. Donc, un enfant le 9 janvier, un autre le 23 décembre. Ça arrive. Ses parents s'étaient mariés en 1798 et ils vont divorcer en 1803, le 2 juin 1803. Donc lui aussi, comme Victor Hugo, va vivre dans un ménage défait, en partie avec sa mère, en partie avec son père. Il vit avec sa mère d'abord à Mirepoix, donc dans l'Ariège, jusqu'en 1804. En 1808, le père quitte l'Ariège et emmène son fils. Donc il est, lui, donc employé des contributions directes. Il va à Nantes et l'enfant est scolarisé à Nantes. Puis en 1815, le père est nommé à Poitiers, où Soulier va faire sa rhétorique. En 1816, chute de l'Empire, restauration, le père est démis de ses fonctions et il est réintégré en 1819, et en 1821, il est nommé à la direction des contributions en Mayenne à Laval. Et c'est comme ça qu'en mars 1821, Frédéric Soulier, qui est diplômé en droit, il a fait ses études à Rennes, va venir comme surnuméraire travailler aux contributions à Laval. Et là, il va être chargé de faire des relevés pour les impôts sur les portes et fenêtres. Et la zone qui va lui être attribuée, principalement, c'est le nord-est de la Mayenne. Pré-en-Paille, Javron, voilà. Donc, ça va beaucoup influer sur son écriture. Donc, il va parcourir le département et il va rencontrer des personnages très originaux, dont le père Gérant, qui était à la trappe d'Antram. Alors, les trappistes étaient revenus, avaient été chassés par la Révolution, et ils étaient revenus sous la Restauration, et avaient restauré une communauté à Antram. Et parmi les moines d'Antram, il y avait quelqu'un d'assez original, qui était le père Gérant. Alors voilà la description qu'il en fait. Mais si le couvent manquait à la contemplation, l'observation pouvait s'exercer sur le personnage qui le montrait sous le nom de frère hôtelier ou hospitalier. C'était un homme de 50 ans, d'une tête admirable et chauve, à la contenance haute, à l'œil ardent, à la parole élégante. Tirant des larges pans de sa robe de laine des mains soignées et blanches, et laissant tomber de sa bouche moqueuse des demi-mots confidentiels,
comme pour excuser l'homme du monde d'être sous l'habit du trappiste. Que d'histoires on aurait pu bâtir sur l'aspect de cet homme, et combien toutes ces histoires eussent été encore loin de la singularité réelle de sa vie. Ce père hôtelier qui couchait sur la planche de son lit et qui étonnait le couvent par la rigidité de sa foi et par l'observance étroite des pratiques religieuses les plus puériles, cet homme a tenu rang de prince dans les plus belles cours de l'Europe. Cet homme mêlé à la tourbe des coupables qui vont à la trappe faire des péchés de leurs crimes et se livrer au jeûne pour échapper au bagne, cet homme sait toutes les sciences. Cet homme peut dire à tous « Ce religieux est mon compatriote » et cependant cet homme n'a pas de patrie connue. Enseveli dans un couvent français, il a été l'ennemi le plus acharné de la France en 1806. Il commandait un corps franc autrichien. Après la paix de Tilsit, il allait en Espagne, dans le seul pays qui résista encore à Napoléon. L'Espagne vaincue, il allait en Angleterre demander de l'argent et des hommes pour se battre encore contre la France, et cet homme a dédié des ouvrages à Napoléon et pleure quand on lui parle de sa mort. Cet anachorète voué à la pauvreté a étonné Londres de son faste. Londres, la ville où l'or pèse un peu plus que l'argent en France. Ce reclus volontaire s'est enfermé 15 jours dans une maison de campagne et pour échapper à la poursuite des shérifs qui voulaient l'arrêter pour dette, il y a soutenu un siège en règle après avoir arboré au pignon de sa maison un drapeau portant la vieille devise anglaise « My house is my castle ». Cet homme, voué à la méditation, a passé 4 ans dans le château de Vincennes comme un des partisans politiques les plus dangereux de l'époque. Cet ermite, mortifié sous la bure, a écrit des pages brûlantes d'amour. Quand on le connaît, on retrouve aisément tout cela sous la robe du trappiste. Quand on ne le connaît pas, il vous laisse une vague impression de grandeur déchue qui vous le fait regarder avec respect et presque avec crainte. Alors, c'est pas du tout du roman. Le père Géron a vraiment existé et il a vraiment eu cette existence-là. C'est vraiment un prince. C'est vraiment quelqu'un qui s'est battu et qui a fini sa vie au couvent, chez les trappistes, à Antram. Voilà, alors forcément quand on rencontre des personnages comme ça et qu'on a l'âme un peu romanesque, on va s'en souvenir, c'est évident. En avril 1824, Soulier, qui en a assez, démissionne et part à Paris. Et il va commencer à publier Amour française. Mais ce n'est pas sa plume qu'il fait vivre tout d'abord. Il va diriger une scierie, la société Soulier et compagnie, et se lier avec Alexandre Dumas. Et quand il y aura le scandale d'Hernani, la pièce de Victor Hugo, eh bien Soulier sera là avec Gautier, avec Dumas pour faire la claque. Tous ces personnages se connaissent, se fréquentent et écrivent. Alors à partir de 1828, il va s'adonner au théâtre. Il va écrire des pièces de théâtre qui vont être jouées sur les théâtres parisiens. Dumas a fait la même chose, Hugo aussi. Ils ont commencé par le théâtre. Pour se faire un nom, d'abord le théâtre, parce que effectivement, à la fois la Restauration, toute cette partie du XIXe siècle, après l'Empire, c'est l'explosion des scènes théâtrales et c'est l'explosion des journaux. Et ces journaux, c'est une manne pour tous ces écrivains, parce qu'ils vont pouvoir écrire en feuilleton. Le feuilleton, alors de plus en plus de gens savent lire, donc lisent les journaux, et donc, on publie en feuilleton des histoires qu'on rassemblera après, des romans qu'on rassemblera après en volume. Mais d'abord, on les publie en feuilleton et on est payé à la ligne. Donc, c'est une source de revenus extrêmement importante. Il va, en 1831, être secrétaire de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et puis donc, en 1832, commencer à publier des romans en feuilleton, dont, en 1835, Visite fiscale dans le département de la Mayenne. Alors, visite fiscale dans le département de la Mayenne, il va découvrir dans le nord-est du département une population. Alors, le nord-est du département, c'est particulièrement, c'est une zone de lande, c'est pas une zone
riche en culture, c'est une zone assez délaissée. Et donc, c'est là que trouve refuge une population qu'on appelle les logistes. Alors, les logistes, pourquoi? Parce qu'ils habitent des loges. Et ce sont des gens qui sont misérables. Si vous voulez, c'est une caste d'intouchables. Ce sont des gens misérables, réduits au chômage, réduits à la misère pour des accidents de la vie, etc., chassés des villes, où ils ne peuvent plus vivre parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc ils trouvent refuge dans les campagnes et dans des zones particulièrement délaissées, où ils vivent de façon très précaire, dans ce qu'on appelle aujourd'hui des bidonvilles. Voilà, mais des bidonvilles façon 19e siècle, et à la campagne. Alors voilà ce qu'il en dit. Toutefois, cette misère que je remarquais dans les fermes n'était rien comparée à celle qui désolait ce qu'on appelle les loges dans le pays. Alors loge, c'est lieu, ça émane du locus latin, du lieu. La rigueur de la loi était telle que du moment qu'un abri percé d'un trou existait, ce trou devait être imposé. Je me rendis aux loges. C'était un amas de 50 à 60 huttes construites avec des espèces de perches non équarries, dont les interstices étaient remplis d'un torchis fait de foin pétri avec de la boue. Jamais tableau de misère ne fut plus hideux. Des femmes flétries avec des jupons en lambeaux soutenus par des espèces de bretelles en ficelle, des hommes hâves cachés sous des haillons sans forme, des enfants nus ou enveloppés d'un morceau de vieille toile. Toute cette population dévorée de scrofules effroyables, cadavres vivants rongés sur leur paille du ver qui les achèvera dans la tombe. Autour de ces huttes, quelques carrés maigrement ensemencés, où poussent un peu de blé noir et quelques pommes de terre, leur fournissaient la seule nourriture qu'ils connaissent. Pour comble de malheur, cette population est frappée d'une horrible fécondité. Chacun des accouplements de ces êtres misérables, je dis accouplement car la loi civile ni la loi religieuse ne pénètrent dans ces demeures putrides, chacun de ces accouplements comptait 4, 6, 10 enfants. Par un prodige inouï, tous ces enfants naissent frais et roses et demeurent brillants de santé jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans. Alors la lèpre arrive et les couvre de ses plaies. Au moment où je visitais les loges, la petite vérole y régnait. Le percepteur et le garde champêtre me laissèrent donc à l'entrée du village, n'osant s'y aventurer, et j'y pénétrai seul. On me regardait avec une stupide curiosité. Je comptais 320 habitants dans 60 huttes de 8 pieds carrés. Jamais la conscription avide de l'Empire n'a pu tirer un soldat de cette population. Je me demandais si la contribution fiscale devait être plus cruelle que la contribution de sang. Je m'attribuais le droit de décider que non, et je les rayais de l'impôt. Donc voilà ce qu'il découvre. Alors il va connaître le succès, sortir de la... Il va se faire connaître, avec ce gros volume, alors publié en feuilleton, c'est autre chose, qui s'appelle « Les Mémoires du diable ». Alors, on est dans la grande 1830, les années 1830-1840, c'est une période où on aime avoir peur. On aime les choses horribles, sanguinolentes, violentes. On adore ça. Et ça va avoir un certain succès. Il y aura un théâtre qui ne passera que des choses comme ça, des affaires de criminels épouvantables. Bon. Alors, c'est les femmes qui lisent principalement des romans. Et elles aiment ça. Alors il va imaginer que le diable, que quelqu'un passe un pacte avec le diable pour lui permettre de s'immiscer dans la société pour en explorer les dessous. Alors surtout, tout ce qui est respectable en apparence. Tout ce qui est respectable, ça cache quelque chose. Alors il faut aller voir. Et donc il va raconter les adultères, les viols, les incestes, les crimes, comment on se débarrasse d'un mari, comment on se débarrasse d'une femme, comment on abuse de sa fille, comment, enfin bref,
Je n'ai pas besoin de vous faire un tableau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il en a fait des feuilletons et il en a publié un roman qui s'appelle Les Mémoires du diable. Et c'est la seule œuvre de Frédéric Soulier qui a été rééditée chez un éditeur national. Après, vous avez des éditeurs locaux qui rééditent, parce qu'évidemment c'est libre de droit, quelques-uns de ces romans, par exemple tous les romans qui concernent la croisade contre les Albigeois ont été réédités par des petites maisons d'édition de l'Ariège, de Toulouse, etc. Mais à l'échelon national, il n'y a que les Mémoires du diable. Et c'est très bien écrit. Et ça se laisse lire. Alors que je retrouve mes petites croix. Voilà. Alors donc, il imagine que son héros habite Toulouse. Il passe un pacte avec le diable, et le diable lui dit, tu sais, il faut aller à Paris, parce que là, vraiment, tu vas en voir des vertes et des pas mûres. Il le dit autrement, évidemment. Paris est la grande illusion de tous qui pensent que vivre, c'est user la vie. Paris est le tonneau des Danaïdes. On y jette les illusions de sa jeunesse, les projets de son âge mûr, les regrets de ses cheveux blancs. Il enfouit tout et ne rend rien. Ô jeunes gens que le hasard n'a pas encore amenés dans sa dévorante atmosphère, s'il faut à vos belles imaginations des jours de foi et de calme, des rêveries d'amour perdues dans le ciel, s'il vous semble que c'est une douce chose que d'attacher votre âme à une vie aimée pour la suivre et l'adorer, ne venez pas à Paris. Car la femme que vous suivrez ainsi mettra votre âme dans l'enfer du monde, parmi les hommages insultants de rivaux qui parleront debout à celle que vous regardez à genoux, qui lui tiendront de joyeux propos légers et insouciants et qui la feront sourire quand vous tremblerez en lui parlant, si vous osez lui parler. Non, non, ne venez pas à Paris. Si un son harmonique du cantique éternel des anges a vibré dans votre cœur, ne jetez pas à la foule le secret de ces délires poignants où l'âme pleure toutes les joies qu'elle rêve et qu'elle sait n'être qu'au ciel. Vous aurez pour confidents des critiques qui mordront vos mains tendues en haut, et des lecteurs qui ricaneront de vos croyances qu'ils ne comprendront pas. Non, 1000 fois non, ne venez pas à Paris, si l'ambition d'une sainte gloire vous dévore. Si puissant que vous soyez, ne venez pas à Paris. Vous y perdrez plus que vos espérances, vous y perdrez la chasteté de votre intelligence. Votre intelligence ne rêvait en effet que les belles préoccupations du génie, le chant pur et sacré des bonnes choses, la sincère et grave exaltation de la vérité. Erreur, jeunes gens, erreur, quand vous aurez tenté tout cela, quand vous aurez demandé au peuple une oreille attentive pour celui qui parle bien et honnêtement, vous le verrez suspendu au récit grossier d'un trivial écrivain, aux folies hystériques d'un barbouilleur de papier, au récit effrayant d'une gazette criminelle. Vous verrez le public, ce vieux débauché, sourire à la virginité de votre muse, la flétrir d'un baiser impudique, pour lui crier ensuite « Allons, courtisane, va-t'en !» ou « Amuse-moi, il me faut des astringents et des moxas pour ranimer mes sensations éteintes. As-tu des incestes furibonds ou des adultères monstrueux, d'effrayantes bacchanales de crimes ou des passions impossibles à me raconter? Alors parle. Je t'écouterai 1 heure, le temps duquel je sentirai ta plume âcre et envenimée courir sur ma sensibilité calleuse ou gangrénée. Sinon tais-toi, va mourir dans la misère et l'obscurité. » La misère et l'obscurité, entendez-vous, jeunes gens? La misère, ce vice puni par le mépris, l'obscurité, ce supplice si bien nommé, l'obscurité, c'est-à-dire l'exil loin du soleil, quand on est de ceux qui ont besoin de ces rayons pour que le cœur ne meure pas de froid. La misère et l'obscurité, vous n'en voudrez pas, et alors que ferez-vous, jeunes gens? Vous prendrez une plume, une feuille de papier, vous écrirez en tête « Mémoire du diable » et vous direz au siècle « Ah, vous voulez de cruelles choses pour vous en réjouir. Soit, monseigneur, voici un coin de ton histoire. Que Dieu nous garde toutefois de 2 choses que le monde pourrait nous pardonner, mais que nous ne nous pardonnerions pas. Qu'il nous garde du mensonge et d'immoralité. Le mensonge, à quoi bon? La vie réelle n'est-elle pas plus insolemment ridicule et vicieuse que nous ne saurions l'inventer?
L'immoralité, les petits et les grands s'en repaissent à l'ombre de leur solitude. Les femmes du monde et les grisettes se pâment au livre immoral que l'une cache dans son boudoir, l'autre dans son galetas. Et lorsque leur conscience est à l'abri avec le volume sous un coussin de soie ou dans une paillasse de toile, elles jettent l'insulte et le mépris à qui a causé un moment avec elles de leurs plus douces infamies. Toutes les femmes agissent vis-à-vis d'un livre immoral comme la comtesse des liaisons dangereuses vis-à-vis de Préval. Elles s'abandonnent à lui tout entière, puis sonnent leur laquais pour le mettre à la porte comme un insolent qui a voulu les violer. Que Dieu nous garde donc, non pas d'être coupables, mais d'être dupes. Être dupe, c'est la dernière des sottises à une époque où le succès est la première des recommandations. Ce que nous vous disons sera donc vrai et moral. Ce ne sera pas notre faute si cela n'est pas toujours flatteur et honnête. Voilà, maintenant c'est la couleur. Alors c'est l'époque des illusions perdues de Balzac. Tout cela, ce sont effectivement, c'est le Paris bouillonnant de la Restauration. Il y a eu l'épisode sanglant de la Révolution, la guerre civile, donc c'est pire que tout. Puis après, l'Empire et les guerres à l'extérieur, et puis c'est la Restauration. On revient au calme, on va dire. Bon, il y aura encore des révolutions, mais elles seront différentes. Et donc tout repart, mais avec beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus de soif. On rentre dans la modernité. Donc c'est très trouble et troublé. Hein. Alors en 1836, il fait paraître donc les romans historiques du Languedoc. Et puis, donc, 39, voilà, on revient en Mayenne avec un malheur complet. Alors ça, donc, ça se passe dans le nord-est de la Mayenne. Alors c'est un recueil de nouvelles. La première, donc, concerne le nord-est. Comme 8 jours au château, c'est la campagne de Pré-en-Paille à peu près. C'est dans cette zone-là. Alors, c'est un roman à clé, parce qu'il y a des personnages là-dedans qui ont vraiment existé. Il y a des personnages historiques. Mais, évidemment, ils ne sont pas là sous leur nom. C'est pas possible. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui est venue se retirer en Mayenne après une existence assez agitée à Bordeaux. Et Frédéric Soulier raconte qu'elle lui confie sa vie. Alors, je vais vous lire les premières pages. Sur la grande route de Mayenne à Alençon et à quelque distance du Ribet, l'on rencontre à droite un petit chemin devant lequel on ne passe guère sans le remarquer. 2 énormes noyers s'élèvent de chaque côté de ce chemin fort étroit et en marquent l'entrée au-dessus de laquelle ils forment une épaisse voûte de feuillage. Une croix de pierre est posée sous chaque noyer. Il en résulte une espèce de décoration théâtrale qui arrête tout d'abord les regards des passants. On appelle cette entrée la porte des pendus. Son arrangement, qui ne manque pas d'une certaine grâce agreste, et le nom qu'elle porte ont une origine trop singulière pour que je ne la raconte pas. Quoiqu'elle ne tienne en rien au fond de ce récit. Mais j'espère qu'on me pardonnera ces détails et quelques autres que je crois devoir mettre ici en forme de préambule à cause de leur exacte vérité et peut-être aussi à cause de l'impression qu'ils firent sur moi. En effet, il est possible que l'histoire qui me fut dite alors ne m'ait pas paru si intéressante que par le cadre dans lequel le hasard me la fit voir. Et je voudrais faire partager à mes lecteurs un peu de cette surprise que j'éprouvais en rencontrant dans une lande du Maine le secret d'une existence qui a longtemps occupé les salons de Paris. Or voici l'origine de ces noyers et de ces croix. Les 2 champs qui bordent l'étroit chemin dont j'ai parlé plus haut appartenaient il y a bien des années au même propriétaire, riche closier du département de la Mayenne. 2 fils jumeaux lui étaient nés, il fit planter 2 noyers à la limite de chacun de ces champs. Je veux, disait-il, que ces arbres croissent ensemble comme mes fils et que leurs branches entrelacées soient l'image de l'affection qui unira éternellement mes enfants. Tels étaient les vœux de ce bon père, ses enfants les exaucèrent assez mal. Les 2 petits garçons marchaient à peine, que c'était pour se poursuivre l'un l'autre et se battre à coups de poing.
À 12 ans, ils s'étaient réciproquement cassés 2 ou 3 dents, et à 20 ans, l'un d'eux avait brisé un bras à son frère, qui lui avait rompu une jambe. L'autorité du père avait empêché les choses d'aller plus loin, et l'âge étant venu avait calmé, sinon la haine que se portaient les deux jumeaux, du moins les actes de violence qu'elle leur avait inspirés. Ils avaient près de 40 ans lorsque leur père mourut, après avoir partagé ses biens entre eux par un testament d'une équité parfaite, et qui devait prévenir toute contestation. Mais l'antipathie des frères fut plus forte que la prévoyance du père, et à peine fut-il mort qu'elle reprit son cours. Le temps des coups de poing et des coups de bâton étant passé, ils eurent recours au papier timbré, et tous deux, d'un commun accord de haine, attaquèrent le testament de leur père. Le procès dura tout ce que peut durer un procès, mais toute chose a une fin, même un procès manceau, et le testament fut maintenu. Le soir même où les deux frères apprirent cette nouvelle, ils quittèrent chacun sa maison, et on les retrouverait tous les deux le lendemain matin, pendus chacun à son noyer. Que l'un eût pendu l'autre par vengeance et se fût pendu après par remords, que chacun se fût pendu à part soi de désespoir de ne pouvoir plus faire de mal à son ennemi, ce qu'on n'a jamais pu découvrir, quoique les bonnes gens du pays prétendent qu'ils s'étaient pendus l'un l'autre, ce qui m'a paru toujours très difficile à expliquer. Toujours est-il que dans l'ignorance où on était de la cause de leur mort, on ne les enterra point en terre sainte, et ils furent tous deux inhumés chacun au pied de son arbre. Plus tard, la famille fit élever une croix de pierre sur la tombe de chaque frère, et voilà pourquoi l'entrée de ce chemin est si pittoresquement disposée, et pourquoi elle s'appelle la porte des pendus. Voilà, hein. Voilà comment ça commence. Voilà, et ça va continuer dans le malheur d'une pauvre femme qui va tomber amoureuse de quelqu'un pour lequel elle va se ruiner pour lui faire une carrière politique de premier plan. Et elle n'aura plus que ses yeux pour pleurer et viendra se retirer en Mayenne, vivre de la charité de ses amis. C'est ça, un malheur complet. Hein ? Alors, le suivant, ça c'est autre chose. C'est 8 jours au château. 8 jours au château, ça a été publié en 1843, et c'est l'autre roman mayennais. C'est un roman entier, toujours dans la même région. Il a vraiment été marqué par cette région de la Mayenne, le nord-est. Qui n'est pas toujours non plus aujourd'hui une région, c'est pareil, qui est quand même très, très à l'écart. 8 jours au château, alors c'est aussi une histoire d'héritage. 8 jours. Donc, voilà, un châtelain meurt. Alors, on écrit aux héritiers de venir. Donc, les héritiers arrivent. Alors, ils sont pas en Mayenne. Ils vivent tous à Paris ou ailleurs. Alors, c'est au milieu des fameux logistes, là. Et il s'avère que y a un héritier supplémentaire. C'est un bâtard qui vit justement parmi ces pauvres gens. Alors, il y a tout un protocole pour faire reconnaître son existence, etc. Le château est plein de souterrains, de passages secrets. Il y a eu un crime. Il s'est passé des tas de choses. Le châtelain a eu un enfant ailleurs, la châtelaine a été assassinée, plein de choses que les héritiers qui sont venus là, appâtés par le gain, se retrouvent confrontés à un héritier supplémentaire, inattendu, pas particulièrement décoratif, et donc on s'entend pour essayer de le faire disparaître. Puis après, on se partagera le magot. Entre gens bien, évidemment. Alors là, on découvre que les gens bien, finalement, alors chacun a droit à son dévoilement, ne sont pas si bien que ça. Notamment, il y en a un qui vient se disant « je vais développer cette région déshérités, etc. » En fait, il est ruiné jusqu'au dernier centime.
Et ainsi de suite. Chacun a son petit secret, chacun de ces gens bien sous tout rapport ont leur petit secret, et finalement, ce garçon, ce bâtard, né dans cette misère, c'est peut-être lui qui est encore le mieux de la bande. Voilà. Mais bon. Alors, 8 jours au château, c'est ça. Alors, aujourd'hui, bon, ça pourrait nous faire sourire. À l'époque, mon Dieu, c'était horrifique, horrible, voilà. Alors, je vais vous lire 2 passages de 8 jours au château. Moi, quand on m'en a parlé, quand j'en ai entendu parler pour la première fois, on m'a dit, mais c'est horrible, c'est horrible. Bon, quand j'ai fini par mettre la main sur le roman, je me suis précipitée. Bon, tous les jours en ouvrant la radio ou la télévision, c'est beaucoup plus horrible. Mais il y a une seule chose qui n'a pas changé, c'est que les gens bien sous tout rapport, ils ont parfois beaucoup de choses à cacher. Voilà, ça c'est moins commun avec les œuvres de Frédéric Soulier. Alors voilà. Vous donnez les forces les plus vives de votre existence au monde, au plaisir, à des luttes de vanité, à des triomphes de parure, à des intrigues de coquetterie, et vous ne pouvez rien comprendre à ces tristes tragédies qui se jouent dans nos solitudes, ici où l'âme se resserre, se concentre sur une seule pensée, où rien ne la distrait, ne l'arrache à d'horribles préoccupations. Dans votre vie dissipée, donc c'est la vie dissipée des gens qui viennent de Paris. La colère, un mouvement de délire pourrait enfanter un crime pareil à celui qui fut commis dans cette fatale nuit, mais il n'y a pas d'âme assez forte pour en garder la pensée et en assurer l'exécution durant 3 années. 1000 choses fussent venues l'arracher à cette funeste préoccupation. Il n'en fut pas de même ici. Ce projet, enfanté le jour où ma mère accepta sa position de servante résignée, s'accomplit au jour et à l'heure où il devait s'accomplir. C'est donc elle, fit Madame Cross d'une voix altérée. C'est mon histoire et non pas la sienne que je vous raconte, reprit Maricoux, dont les idées semblaient s'égarer. Écoutez-moi, je vous en supplie, laissez mon récit comme je le ferai. Maricoux, c'est le garçon bâtard. Ce crime fut-il l'œuvre de ma mère? Qui le sait? Mais cette œuvre infernale fut couverte d'un si sombre mystère que la justice n'y put rien pénétrer, car ma mère fut mise en accusation. Toutes les probabilités morales l'accusaient, mais aucune preuve matérielle ne put être invoquée contre elle, et elle sortit acquittée par ses juges, mais condamnée par l'opinion. Comme vous pouvez bien le penser, le château lui fut fermé, et l'horreur qu'elle inspirait était si grande que ce ne fut qu'aux huttes qu'elle put échapper à l'animadversion universelle qui la poursuivait de toutes parts. Cet événement, cependant, ne me rendit pas ma mère. À peine fut-elle revenue parmi ceux de sa race qu'elle me fit partir. J'étais déjà en âge de comprendre ce qui se passait autour de moi et de peser à leur juste valeur les horribles félicitations de ceux qui l'accueillaient comme vengeur. Je partis, et ce fut alors que ma mère m'envoya au collège des Jésuites, qui venait de se reconstituer aux environs de L. Par quel secret, par quelle protection, elle, qui était sans fortune, parvint-elle à me faire recevoir dans cette maison? C'est ce qui étonnait tout le monde. Et lorsque chacun se rappelait avec quelle modération M. de Chevalaine avait témoigné contre ma mère, on se disait que c'était lui qui m'avait protégée. C'est là que j'ai reçu cette instruction inachevée qui vous a si fort étonné. Il semblait qu'une transaction eût lieu entre ma mère et M. de Chevalaine. Celui-ci avait consenti à fournir aux frais de mon éducation, à la condition sans doute que j'entrerais dans les ordres. Mais j'avais encore trop de sang proscrit dans les veines pour me résoudre à cet esclavage. J'avais trop vu l'indépendance des huttes pour m'asservir à une règle si étroite. Et un jour, au risque d'encourir la colère de ma mère, je m'échappais de la maison et je retournais à notre village, sans guide, sans avis, au hasard de ma liberté, comme l'oiseau retourne à son nid, emmené par une sorte d'instinct surnaturel. Le premier cri de ma mère fut celui d'une joie cruelle. Elle venait de reconnaître son sang dans cet acte de désobéissance et dans ce retour à la race maudite. Le village m'accueillit comme un prisonnier qui avait enfin recouvré sa liberté, mais les habitudes d'ordre, de travail, de prévoyance que j'avais contractées chez les jésuites et qui me pesaient quand elles étaient une obligation, me dominèrent assez pour que l'aspect de cette fainéantise, de cette saleté, de cette existence de misère et de honte me révolta malgré moi. J'essayais d'y arracher les misérables qui pourrissaient dans cette fange. Je devins alors l'ennemi général, mais à mesure qu'on me haïssait, on apprenait à me craindre. 10 de ces hommes énervés par la misère avaient voulu m'attaquer, et je les avais renversés comme des enfants.
Je compris que je ne vivrais dans ce monde que par la terreur, et c'est alors que j'armai ma maison et que je marchais toujours avec un fusil. Voilà. Voilà l'existence de ce garçon qui revient chez lui, qui essaie de sortir ses concitoyens de la fange et qui n'y parvient pas parce que c'est lui qui a tort. Alors, un autre passage. « Partons, quittons cette horrible maison, dit-elle à son mari. »« Oubliez-vous pourquoi nous sommes ici, dit M. Cross. »« Ah, monsieur, lui répondit-elle, que m'importe cet héritage de quelques centaines de mille francs qu'il faut venir prendre dans les mains, dans le crime et le sang, je n'en veux pas. Retournons à Paris. Pour rien au monde, je ne veux m'occuper de cette horrible affaire. » En ce moment, elle comparait sa nouvelle existence de quelques jours à cette vie douce, calme, toute faite et si gracieusement faite, à laquelle on l'avait arrachée pour la jeter, elle qui avait eu peur d'aimer, de peur de souffrir, au milieu des convulsions, des passions les plus irritées et les plus cruelles. « Vous ne pouvez pas partir, lui dit M. Cross, cette affaire est trop grave, votre présence nous est nécessaire. D'ailleurs, il le faut, ajouta-t-il d'un ton absolu. Bien certainement, monsieur, lui dit Mme Cross. Vous ne voulez pas me faire violence, et le récit de toutes les horreurs que nous venons d'apprendre ne vous a pas tellement monté au cerveau que vous vous sentiez capable de les imiter. Je vous déclare donc que je ne resterai pas une minute de plus dans ce château, dussé-je partir seul. » Madame, reprit M. Cross d'un ton encore plus absolu, il faut demeurer ici, il faut attendre la lecture de ce testament, il faut que je sache si cette ressource nous reste encore ou si nous sommes ruinés. Cette parole qui venait frapper Madame Cross comme la foudre, et d'un côté où elle n'avait jamais pensé pouvoir être atteinte, la cloua sur le fauteuil qu'elle était prête à quitter pour aller donner elle-même les ordres nécessaires pour son départ. « Ruinée » répéta-t-elle en regardant M. Cross d'un air stupéfait, mais qui montrait qu'elle n'avait pas l'exacte conscience du mot qu'elle avait entendu. « Oui, reprit M. Cross, il faut en finir une fois pour toutes. Oui, mes affaires sont embarrassées. J'avais compté sur la spéculation que j'étais venu organiser ici avec M. Perrin pour me tirer tout d'un coup d'embarras. Mais après ces événements, il n'y faut plus penser. On ne renoue pas une pareille combinaison lorsqu'elle a été rompue. » Madame Cross écoutait son mari sans le comprendre. Après toutes les émotions qu'elle venait d'éprouver, cette horrible nouvelle qui lui était ainsi jetée tout à coup ne pouvait se faire jour qu'à sa raison. Elle se demandait si la révélation de tous les crimes qu'elle venait d'entendre raconter n'avait pas produit en elle une sorte de vertige qui lui montrait sa vie perdue comme toutes celles dont elle avait appris l'histoire. Madame Cross ne disait rien, ne répondait rien. Elle regardait son mari avec cet étonnement inintelligent qui suit une violente commotion. Quant à M. Cross, nous ne saurions dire quel calcul ou quel mouvement involontaire l'avait poussé à faire si brusquement cette étrange confidence à sa femme. Emporté lui-même par l'entraînement que toute action puissante exerce sur celui qui en est le témoin, avait-il laissé échapper ce secret à la suite des secrets de Marianne, comme un soldat tremblant naguère suit celui qui le précède dans le danger où il n'eût osé passer? Fut-il au contraire assez maître de lui pour juger qu'à ce moment, il échapperait aux récriminations, aux reproches, aux larmes de sa femme? Quelle que fût la cause qui le détermina, il réussit complètement car elle ne lui adressa pas une parole. Seulement, elle cessa tout à coup de le regarder, attacha ses yeux sur le sol et, immobile, anéantie, la tête abattue sur sa poitrine, elle murmura sourdement ces mots « Ruiné, ruiné ». M. Cross, cependant, fut épouvanté de l'état de sa femme et ne sachant comment le secourir, il appela de toutes ses forces Corinne et M. Perrin. Mais au moment où il ouvrit la porte, il entendit pousser des cris aigus et il entendit monter rapidement l'escalier. Presque aussitôt, une femme parut, courant pour éviter des gens qui la poursuivaient, et cette femme, égarée par la frayeur, se jeta violemment dans la première porte ouverte qui se présenta devant elle. Elle repoussa M. Cross qui voulait s'opposer à son passage. Elle se précipita dans la chambre en criant « Grâce, grâce, sauvez-moi !» Cette femme, c'était Lucie. Elle tenait dans ses bras le cadavre sanglant de son enfant, dont la tête pendait, roulant sur les flancs de sa mère à la merci de ses mouvements convulsifs. Les cheveux de Lucie étaient en désordre, ses yeux rouges et agités d'une sorte de rotation rapide. Tout son corps vibrait et elle répétait sans cesse les mots « Sauvez-moi, sauvez-moi ». À cette effrayante apparition, Mme Cross se leva et resta droite et ferme comme une statue de pierre, sans regard dans les yeux, sans mouvement dans les traits,
À les regarder en ce moment, on eût pu savoir laquelle des deux était la plus folle, car elles semblaient l'être toutes les deux. Lucie, cependant, regarda Madame Cross, s'approcha vivement, et se serrant tout près d'elle, elle lui passa, pour ainsi dire, ce cadavre d'enfant dans les mains, en lui disant tout bas « Cachez-le, cachez-le, ils veulent me le prendre ». Par une obéissance matérielle au geste de Lucie, Madame Cross prit ce cadavre d'enfant, sans le savoir, sans comprendre ce qu'elle touchait, mais ses yeux s'étant portés sur lui, elle vit enfin, car elle ne voyait plus, elle poussa un cri, laissa échapper le cadavre qui tomba par terre, et elle-même tomba évanouie sur un siège. Voyez le... « Ah !» s'écria Lucie en tirant de son sein le couteau dont elle avait frappé Marianne. « Tu veux le tuer aussi. Vous mourrez tous les deux, je vous l'ai promis. » Le couteau était levé, Madame Cross allait périr. Une main arrêta celle de Lucie, c'était celle de Maricourt. Donc vous voyez, le Grand Guignol, c'est ça, le théâtre spécialisé dans les crimes et toutes sortes de choses abominables à Paris, c'était le Grand Guignol. Eh bien, 8 jours au château, c'est ça. C'est ça tout le temps. Alors, effectivement, c'était publié en feuilleton. Donc, chaque semaine ou chaque jour, ou je ne sais pas sur quelle périodicité, les gens lisaient ça, ça les tenait en haleine. Comme nos feuilletons, nos séries d'aujourd'hui sont la continuation des romans feuilletons du 19e. C'est exactement ça. Hein. Donc, l'épisode se termine sur un coup de tonnerre, et hop, faut aller au suivant, et on attend. Ah, voilà. Bon, ben c'est ça. Le roman feuilleton du 19e, c'est ça. Et les séries d'aujourd'hui, c'est le roman feuilleton pour une population qui ne lit plus, hein, mais qui aime toujours les mêmes choses. Parce qu'il n'y a pas de... L'homme a fait des progrès techniques, mais sur le fond, il n'en a fait aucun. Donc les choses sanglantes, affreuses, morbides, il adore ça. Donc, voilà. Voilà 8 jours au château. Alors, c'est magnifiquement écrit, très bien écrit, hein, mais c'est particulier comme littérature, mais ça a connu un succès fou. Hein. Et les Mémoires du diable, vraiment. D'ailleurs, quand on parle de Soulier, c'est les Mémoires du diable qui viennent en premier. Hein. C'est vraiment le livre qui a assuré son succès. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur Frédéric Soulier, qui va être décoré de la Légion d'honneur en même temps qu'Honoré de Balzac et Musset. Donc, c'est quelqu'un qui avait vraiment une position dans le monde littéraire de l'époque. Malheureusement, il va mourir en 1847 à Bièvre, où il avait racheté les restes d'une très ancienne abbaye, l'abbaye au bois, qui avait été évidemment désaffectée à la Révolution, et il en avait racheté les ruines et les bâtiments qui restaient habitables, et il vivait là avec sa femme. Alors il n'a pas eu d'enfant. Sa femme était la femme d'un directeur de théâtre à Paris, ils s'étaient enfuis tous les deux un beau jour. Et voilà, ils ont vécu, je dirais sa femme entre guillemets, en concubinage, puisque le divorce avait été aboli, hein, donc il n'y avait plus moyen de divorcer. Donc ils ont vécu ensemble toute leur vie dans cette maison de Bièvre. Et donc lui, et c'est Alexandre Dumas qui va lire son éloge funèbre lorsqu'il va être inhumé, parce qu'il était très très proche d'Alexandre Dumas. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui a vécu en Mayenne, qui s'est souvenu de la Mayenne, mais pas forcément comme un paradis terrestre, et donc dont on peut trouver la trace dans 2 de ses livres. Ben, vous pouvez les trouver sur Internet, sur le site de la Bibliothèque nationale, Gallica, hein, puisqu'ils ont été scannés, je ne sais pas comment on dit, hein, la Bibliothèque nationale, quand elle a déménagé de la rue de Richelieu, quand on a construit la bibliothèque François Mitterrand, elle a, et c'est une entreprise de Mayenne, Jouve, qui l'a fait, elle a reproduit tous les livres qui étaient dans le domaine public. Donc, alors, c'est des livres dont les auteurs sont morts depuis plus de 70 ans.
Alors bien sûr, ils ont commencé par les romans les romans anciens depuis le Moyen Âge jusqu'au 19e, hein, parce que là c'était et puis ils ont continué également les revues savantes, etc. Alors si vous voulez lire un roman du 19e ou du 16e, vous pouvez aller sur Gallica. Donc les livres sont en accès direct. Hein, vous cherchez l'auteur, le titre, on vous l'envoie, et là vous pouvez le lire, mais c'est sur Internet. Mais vous pouvez grossir les pages, les caractères, etc. Bon, moi je voulais avoir les bouquins sous la main, et donc j'ai cherché. Mais j'ai fini par en trouver quelques-uns. Mais Frédéric Soulier, l'œuvre, c'est plus d'une centaine de livres. Hein. C'est énorme. Et alors il n'y a rien sur lui en français. La seule thèse qui existe, comme beaucoup, comme pour Madame Leroyer de Chantepie, dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est un Américain, et bien pour lui, c'est un Américain aussi. Mais un Américain des années 20, qui a fait sa thèse sur Frédéric Soulier. Voilà, donc j'ai cherché, et puis un beau jour, j'ai mis la main sur un certain nombre de livres, et puis donc Robert Laffont Bouquin a réédité Les Mémoires du Diable, et puis alors j'ai acheté la réédition des romans du Languedoc, parce que ça, on les trouve sur Internet. Il a été enterré à Paris. Oui, oui. Non, il n'est pas revenu en Ariège. Oh, vraisemblablement d'un cancer, d'après les symptômes qu'on nous décrit. Mais à 47 ans. Donc c'était tôt. Mais on ne soignait pas comme aujourd'hui. C'était pas la tuberculose qui faisait des ravages à l'époque aussi. Voilà. Mais j'ai un confrère à l'Académie qui a fait un travail. Il est membre de l'Académie d'agriculture. Il a été le secrétaire de l'Académie d'agriculture à l'échelon national. Et il a fait toute une étude qui s'appelle « Logiste du Bas-Maine, puis du département de la Mayenne du XVIIe au XIXe, rôle particulier joué par les Landes ». Et donc, il dit qu'effectivement, très différentes étaient les autres personnes reléguées dans les lieux les plus inaccessibles et les plus austères et mal vues pour différentes raisons. Elles n'étaient pas du pays et on ne savait pas d'où elles venaient. Elles ne possédaient rien ou presque, si ce n'est quelques sacs ou baluchons portés à dos ou traînés par des moyens de fortune, souvent par un âne. Leur mine et leur aspect faisaient peur. Non lavées, ni rasées, mal vêtues, elles étaient de celles dont on passe à l'écart en détournant les yeux et en souhaitant ne pas être interpellé. Parfois, des animaux efflanqués et malpropres les accompagnaient, chèvres, ovins, vaches, mais en général à l'état d'unité. Et surtout, une sinistre renommée les précédait, c'étaient des voleurs, des larrons, venant soutirer sur place le maigre bien, car demandant l'aumône, et le fait s'étant répandu très vite, venant occuper nos terres, même s'il s'agissait de biens communaux, d'où il serait impossible de les déloger. Hein ? Alors, de qui s'agissait-il ? D'habitants des villes sans emploi, chassés car devenus inutiles, mendiants, arpentant la campagne, braconniers de profession, repris de justice libérés, malades ou infirmes sans famille, sans secours, anciens soldats, plus ou moins en uniforme et libérés de leurs obligations ou ayant déserté, chouans ou anciens chouans poursuivant l'aventure, familles ouvrières n'arrivant pas à suivre les nouvelles techniques et le progrès social, colporteurs en tout genre, comme il y en avait tant à cette époque, vivant aussi de rapine et de mendicité, et dans les premières décennies du XIXe, sinistrés du lin et du chanvre, ainsi que des forges, closiers et bordagers n'ayant pu garder leur maigre territoire face à la révolution agricole en cours. Alors effectivement, c'est très intéressant cette description, parce que effectivement, donc vous avez énormément de gens qui, parce qu'on est allé, évidemment, les crises économiques, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Et là, on assiste à une révolution dans la technique, hein, notamment dans les filatures. Hein, on aura la révolte des canuts à Lyon, hein, avec les nouveaux métiers. Bon. Donc, effectivement, on met des machines à la place des hommes, c'est pas nouveau, et donc il y en a qui sont réduits au chômage. Mais au chômage, à l'époque, il n'y avait pas d'allocation, il n'y avait rien.
Alors, si vous aviez rien, si vous étiez en ville, vous n'aviez pas de terre pour vous nourrir, vous n'aviez rien, vous étiez obligé de partir. Et donc, ça faisait des masses en mouvement, qui allaient d'un point à un autre et qui vivaient de l'air du temps. Bon. Il y a aussi tous les militaires, tous les sans-soldes des armées napoléoniennes, tous ceux qui ont été démobilisés. C'était des armées immenses, puisque la conscription était immense. Donc, ces gens-là, du jour au lendemain, se sont trouvés dans la nature. Il y avait tout un tas de composantes qui faisaient que, quand vous aviez un accident du travail, vous tombiez d'un toit, vous tombiez d'un échafaudage, vous n'aviez que les yeux pour pleurer. Donc, effectivement, tous ces gens-là erraient et s'installaient dans des endroits effectivement pas bien, forcément, les terres cultivables, elles étaient cultivées. Donc les endroits où ils pouvaient s'installer, c'est celles qui étaient stériles, ou dans des forêts, mais dans les forêts, il y avait des sabotiers, il y avait des charbonniers, les forêts n'étaient pas vides. Donc voilà, et c'est excessivement intéressant parce que on découvre tout un pan de la population que Soulier a connu. Et donc, il s'en est servi comme thème romanesque. Voilà. Merci.